Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier live de la semaine concernant la question. La question que j'ai reçue d'une belle maman la semaine dernière. Donc on va explorer, vous le savez, vous commencez à connaître le fonctionnement de mes lives. J'explore tout le temps les questions en 4 temps. La première fois qu'on aborde la question, c'est toujours pour aller explorer les différents aspects qui peuvent expliquer les manifestations comportementales et émotionnelles. Bonjour, bonjour, allô Thierry. Donc les manifestations comportementales et émotionnelles de l'enfant, ça on fait toujours ça en temps 1. En temps 2, on a posé la cause réelle, donc la cause de la difficulté comportementale de l'enfant ou émotionnelle. Et je vous explique tout ce qui est en lien avec la théorie neurologique et neurodéveloppementale. En temps 3, on regarde la posture parentale qu'on voit, ou que je vois plutôt comme experte en neurodéveloppement en général. Je vous explique pourquoi il y a certaines postures qui ne sont pas idéales, voire qui nuisent au développement de l'enfant. Et je regarde avec vous la posture idéale et pourquoi c'est idéal d'un point de vue neuro. Et en 4e temps, comme aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on pose les solutions concrètes. Donc voilà, on est rendu aux solutions concrètes. Bonjour, bonjour! Donc, la situation de la semaine que j'ai reçue, donc je vous la relis. Mon enfant a 10 ans et n'a pas d'amis. Il refuse de jouer avec les autres dans le parc à la récréation. En éducation physique, c'est pareil, il refuse de participer. Du coup, à la maison, il préfère lire ou jouer aux jeux vidéo. J'aimerais l'aider à être plus heureux et aller plus vers les autres. Quoi faire et comment faire? Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, les solutions concrètes. Parce que on voit ici, et vous l'avez vu, c'était différent des questions des semaines précédentes, il y a plusieurs aspects qui sont à tenir en compte dans cette situation-là. Et vous savez que dans mes lives, j'essaie de vous forger, d'une certaine manière, allô ma chère! J'essaie de vous forger à devenir les meilleurs lecteurs de vos enfants, à développer votre œil, à développer votre observation, parce que votre enfant, en fait, à travers ses comportements, ses choix, ses réactions émotionnelles, ses pleurs, ses crises, ses types de jeux, ses envies, ses refus, il vous dit tout ce qu'il a de besoin. Et il vous nomme, d'une certaine manière, les manques. Et, et donc, il faut raffiner ça en tant que parent. Puis c'est ça mon travail en tant que comme vous le voyez, conférencière et formatrice en neurodéveloppement. Le fait de raffiner votre œil va faire en sorte que vous allez poser des interventions qui vont être beaucoup plus efficaces, efficientes. Salut ma chère Stéphanie! Efficaces, efficientes. Et c'est surtout qui vont changer la donne pour votre enfant dans le moment, mais pour le reste de sa vie. Ce que vous faites pour votre enfant, ça va venir forger le jeune enfant d'âge scolaire qui va être, ou l'adolescent, ou le jeune adulte et l'adulte. Donc, en tout et partout, ce que vous faites pour votre enfant, c'est un life changer d'une certaine manière. Donc, voilà. Je vous invite, mes chers, à me poser des questions au fur et à mesure. Donc, moi, j'adore les questions. Vous me connaissez. J'adore l'interaction. Donc, n'hésitez pas pour toute question. Donc, on a vu au courant de la semaine qu'il y a plusieurs aspects à tenir en compte ici. On a un enfant qui n'est pas tout à fait jeune, donc dans le sens que on approche de la puberté, il a 10 ans.
Deuxième aspect, il y a tout le côté social. Hein? Il n'y a pas d'amis, cet enfant-là, à l'école. En même temps, cet enfant s'extrait volontairement de jouer avec les autres, notamment au parc à la récréation et tout ce qui implique les activités en éducation physique. Salut Angélie! Donc on voit tout de suite l'aspect moteur ici, l'aspect de la motricité, à quel point l'enfant a su forger d'une certaine manière, ou ici dans la situation pas suffisamment, tout son corps pour être bien et pouvoir participer aux activités qui impliquent la motricité tant globale que fine. La mère, dans la situation telle qu'elle, ne m'a pas précisé directement, mais après discussion avec elle, effectivement, tout ce qui est écriture, préhension des ciseaux, ouverture des contenants à l'heure du dîner, manipuler les fermetures éclairs, les boutons, tout ça, c'est compliqué pour cet enfant. Donc, on voit que l'entièreté de sa motricité est atteinte. Mais un corps qui est flou entraîne justement, quand on se met dans des activités sociales, à vivre de la maladresse, à vivre des manques de coordination, à pas se faire nécessairement inviter dans les activités motrices, se faire prendre en dernier, par exemple, dans les équipes au foot ou au soccer. Et donc, ça mine, oui, l'estime. Hein, et notamment, cet enfant-là a jamais appris, enfin, en fonction de ses capacités, a jamais pu apprendre à faire de la bicyclette. Mais la bicyclette, ça fait partie d'une activité immensément grande dans des enfants. Et donc, à quel point ça aussi, ça l'a isolé par rapport aux autres enfants de ne pas être en mesure de faire du vélo, qui implique équilibre, coordination, analyse spatiale, conscience corporelle, côté droite, côté gauche. Tu sais, il y a tellement d'aspects dans faire du vélo. Hi, ma chère! Donc, on voit qu'il y a tout cet aspect-là à regarder. Et puis finalement, ben, vers quoi se tourne un enfant à défaut d'avoir été bien stimulé au niveau sensorimoteur et d'avoir développé tout ce qui est nécessaire au niveau de sa motricité, va se tourner vers des activités sédentaires. Donc ici, lecture ou ici surtout plus, jeux vidéo. Donc vous voyez, il y a plusieurs aspects qu'il faut aborder. D'emblée, pour la motricité, un enfant qui a 10 ans, que le regard social commence à être, disons, plus important. C'est vrai qu'ils vont pas accepter facilement qu'on les inscrive à telle ou telle activité. Hein? Ils vont dire non, ça me tente pas. Non, ça me tente pas. Non, ça me tente pas. Non, ça m'intéresse pas. J'aime pas ça. Je ne veux pas. Ok? Ils vont plus se prononcer qu'un enfant de 4 ans, qu'on décide de l'inscrire à l'activité de natation, puis bang, c'est fini. Un enfant de 10 ans, effectivement, vu que tout le volet social et toute l'accumulation d'expériences dans lesquelles il a vécu possiblement des échecs hein, par rapport à son implication dans l'activité, oui, il va falloir un bon travail de la part des parents. Hein? C'est ce que je vous disais hier dans la posture parentale idéale. Ça va être de trouver le moyen d'intégrer votre enfant le plus possible à des activités motrices pour aller construire son corps et rattraper les étapes développementales motrices qui a sauté étant poupon et jeune enfant. Parce que c'est ça qui s'est passé avec cet enfant-là. Donc, activité, somme toute, bien acceptée par les enfants, qui est bonne en termes de faire travailler l'entièreté de la chaîne musculaire antérieure, la chaîne musculaire postérieure,
la force, la coordination, toute la notion aussi de l'équilibre, parce que ça, c'est au niveau de l'oreille interne. Évidemment, la natation, c'est génial. C'est génial. En plus, l'eau fait un effet compressif sur le corps et donc, ça vient envelopper la personne qui est dans l'eau. Et cette compression-là fait augmenter sa conscience corporelle. C'est comme si c'était un immense massage. Okay? Donc, évidemment, pour un enfant qu'on veut rattraper les étapes développementales motrices, la natation, c'est génial. Je dis pas de l'inscrire dans un cours qui ferait de la compétition, puis tout ça, puis de la vitesse. Non. On irait nager. On irait prendre des cours, mais que ce soit quelque chose qui n'ait pas de notion de comparaison. Ici, c'est très important, cet enfant-là, vu qu'il a déjà subi échec par-dessus échec par-dessus échec, et lui se considère, au Québec on dit poche, ici en France c'est plus nul, il ne faut pas aller dans des activités de compétition, ni de comparaison. On va aller dans des activités vraiment où l'enfant peut tout simplement être lui et se débrouiller. Okay? Donc, il y a des cours de natation, justement, que l'enfant, c'est comme des défis d'aller en dessous de l'eau, d'aller chercher, par exemple, je sais pas moi, un truc dans le fond de l'eau, ou, tu sais, des concours de vitesse pour aller chercher tel jouet. Il y a des cours de natation qui sont pas visés vers de la performance de vitesse, vers tel type de nage. C'est bien d'avoir un cours qui soit ouvert. Okay? Si c'est pas possible chez vous, dans votre centre aquatique qui est près de chez vous, ben je vous dirais en tant que parent, amenez une fois par semaine votre enfant avec son ami ou un autre ami d'eux, tu sais, parce qu'on sait que l'enfant il n'a pas d'amis à l'école, mais peut-être qu'il y a un voisin ou peut-être qu'il y a un cousin, peut-être que peu importe, on essaie de voir dans le réseau général si on pourrait pas inviter quelqu'un et à la limite nous aussi à participer avec lui à la natation. Donc, ça demande évidemment de votre implication. Mais si vous êtes un adulte significatif pour votre enfant, ça va favoriser à ce que lui participe. Si vous êtes en train de le regarder en train de nager, pas sûr qu'il va vouloir vraiment participer. Okay? Mais la natation, ça construit à la fois les sens tactiles, proprioceptifs, vestibulaires. Ça construit vraiment toute la conscience, comme je vous dis, corporelle, spatiale, la planification motrice, l'organisation corporelle. Ça construit davantage le schéma corporel et ça, c'est génial. Comme je vous disais, je pense avant-hier, un enfant qui n'est pas suffisamment ou qui n'a pas été suffisamment stimulé au niveau moteur, il y a des carences sensorielles et donc c'est comme si son corps était comme un petit bonhomme, un bonhomme Michelin. Fait qu'il y a une tête, mais comme pas vraiment dissociée au niveau des épaules, pas vraiment dissociée au niveau du bassin et donc, tu sais, qui prend de la place et qui est maladroit et qui fait des mouvements grossiers qui sont pas précis. Donc, la natation, ça va venir ajouter de la précision par rapport à l'homonculus. Je vous ai déjà parlé de l'homonculus. C'est vraiment la représentation qu'on a de notre corps au niveau des sphères et sensorielles et motrices au niveau de notre cerveau. Et donc, on veut venir raffiner cette organisation-là, cette dissociation-là dans notre cerveau. Mais pour ça, il faut mettre l'enfant dans le bain d'une activité qui est globale. Et donc, la natation, c'est génial. Une fois semaine pendant l'année scolaire, c'est génial, ou la fin de semaine pour le plaisir. L'été, si vous avez la chance d'y aller plus souvent, allez-y, allez-y, allez-y. Une autre activité que j'aime beaucoup, moi, pour les enfants, il y a beaucoup ça au Québec. En France, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais c'est les centres d'amusement intérieur, qui comportent des trampolines, des piscines de balles, des petites balles de plastique,
des murs d'escalade, mais sans corde, ok, juste pour le plaisir de grimper, des bars, des genres de boîtes qu'on saute hein, d'un endroit à l'autre. Les centres d'amusement intérieur comme ça, ou même des fois j'avais vu des cordes à Tarzan, l'enfant là, il s'agrippe, il part en Tarzan, puis là il se laisse tomber dans une genre de piscine de mousse. Donc, tu sais, c'est comme des gros blocs de mousse. Ça nécessite pas encore d'être impliqué dans une équipe comme au foot ou comme au soccer, comme au hockey ou peu importe, et qui mène l'enfant à vivre l'échec, possiblement de ne pas avoir fait la passe à temps, ou de ne pas être assez rapide. On veut éliminer toute source de comparaison, de compétition. Donc, les centres d'amusement intérieur, c'est génial. Génial. Encore une fois, l'enfant, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'amis, mais on peut inviter un cousin, un voisin, vous pouvez y aller. Peut-être que votre partenaire de vie aimerait y aller, ou une tante, un oncle, je ne sais pas. Mais allez-y et l'objectif, c'est que l'enfant n'ait pas de notion de performance. On est là pour s'amuser. OK? Au parc, en ce moment, la récréation, il ne participe pas parce que il y a des enfants de son âge, parce que c'est des enfants qui côtoient aussi dans sa classe. Peut-être qu'il y a des jeux qui nécessitent, par exemple, nous au Québec, on jouait à Air, Terre, Mer. Bref, il y avait quand même de la compétition. Dans les centres d'amusement intérieur, tous les enfants courent un peu partout. Les enfants se connaissent pas entre eux, déjà bien. Il y a des moniteurs aussi dans les centres d'amusement intérieur, notamment au Québec, je trouve génial, qui vont venir accompagner le groupe d'enfants. Les groupes d'enfants n'ont pas nécessairement, tu sais, toutes 10 ans, ils peuvent être entre 8 et 12 ans, ce qui fait que il y a un vaste niveau moteur à travers un même groupe. Et encore une fois, on ne regarde pas la performance. L'important, c'est juste de participer. Et l'enfant, à travers ces groupes-là, ben, il peut se faire ami avec d'autres. Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'un enfant de 10 ans qui a des difficultés motrices va se faire ami beaucoup avec les enfants plus jeunes, de 8 ans. Et c'est correct, c'est parfait. Parce que, dans le fond, ils n'ont pas les mêmes niveaux. Mais effectivement, que quand ils jouent au parc à la récréation, ça va être souvent des enfants de son âge, ou peut-être des fois, certaines récréations, c'est même avec les plus vieux. Et là, ça peut le restreindre dans son implication. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou ça va? Hier, j'ai reçu une question en message privé, notamment au niveau émotionnel. Est-ce que l'enfant peut vivre, et tout? Dans le fond, c'est ce qu'il faut bien comprendre dans cette situation-là, c'est un enfant qui a manqué de stimulation motrice étant jeune, qui amène un corps qui bouge peu. Et comme j'expliquais plus tôt dans mes vidéos de live cette semaine, c'est que au primaire, donc entre 5 ans et 12 ans, je donne l'âge parce qu'au Québec on dit le primaire, les activités motrices globales et fines, c'est la grande majeure des apprentissages, que ce soit la récréation, mais que ce soit en éducation physique, mais la motricité fine aussi en classe. Et donc, si l'enfant part déjà avec un retard à ce niveau-là, ben c'est sûr que ça va jouer sur sa confiance et son estime. Fait que là, la question d'hier, c'était de voir, la maman me posait, est-ce que ça serait pas le contraire, l'émotionnel qui aurait un impact sur le moteur? Mais non. Le moteur, le sensoriel se construit en premier, qui permet de construire la motricité, qui permet de construire le langage, les capacités attentionnelles, qui permet de construire vraiment comment qu'on se sent en soi, au niveau émotionnel, nos comportements, notre autonomie, puis nos apprentissages. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Vous avez vu tout ce qu'il y a en dessous. Fait que oui, la motricité, ça vient avant. OK? Puis ça, il faut bien le comprendre.
si vous avez quelque chose à retenir de cette semaine de live sur le sujet, c'est bien ça. OK. En éducation physique, c'est pareil, elle refuse de participer. Quelle stratégie, quelle solution concrète qu'on peut poser pour l'éducation physique? Bon, là, c'est sûr qu'en éducation physique, il est directement avec des enfants qu'il connaît de son âge. Là, ici, ça serait surtout d'avoir une bonne discussion avec l'enseignant d'éducation physique et de voir comment lui décortique les tâches, comment il peut le faire participer tranquillement, par exemple en étant un arbitre, en posant les cônes ou en posant peu importe le matériel, en lui donnant des tâches simples, mais que ça paraît pas aux yeux des autres enfants comme étant adapté. Et c'est surtout de décortiquer les tâches qui vont venir faire une différence ici. En éducation physique, de séquencer, de faire des activités qui vont toucher plus le bas de corps versus le haut de corps. Quand ça implique de sauter, on va faire sauter tout le corps à pieds joints versus avec un pas en alternance parce que ça demande plus de coordination. Fait que ça va être vraiment de regarder avec l'enseignant comment qu'on peut adapter les activités qu'il donne à l'ensemble des enfants pour cet enfant-là, mais que ça paraisse pas trop, pour qu'il puisse s'intégrer. Puis à la limite, essayer de faire des équipes de collaboration aussi en éducation physique, avec des enfants qui ont peut-être des difficultés ou avec un enfant qui n'a pas de difficultés, mais qui est très bienveillant et que vous voyez qui est très fort en relation d'aide, donc qui peut accompagner cet enfant-là qui a des difficultés facilement, naturellement, avec beaucoup de soutien et de bienveillance naturelle. Donc ça, c'est super important aussi. Autre chose pour construire le corps de votre enfant ne se sent pas, il est flou. Moi, je vous dirais de commencer à faire à tous les soirs, tous les matins avant d'aller à l'école, un ou l'autre ou les deux, dépendamment de votre temps, mais de lui faire des massages. Des massages, pas des massages légers de surface, Fait que vraiment des massages compressifs au niveau de chacun des membres, que ce soit au niveau des bras, au niveau des mains, au niveau de chaque doigt, pour la motricité fine, au niveau de la paume de main. Même chose avec les jambes, jusqu'aux orteils, au niveau du dos. Vous pouvez utiliser de la crème, vous pouvez utiliser une huile, vous pouvez utiliser, au Québec, moi je recommandais des mitaines tactiles. C'est des outils qu'on peut commander. Allez directement sur mon site internet www.patricia-ergothérapeute.com. Dans l'onglet ressources outils, il y a plusieurs boutiques sensorielles que je connais bien au Québec. En France, je les connais moins. Mais du moins pour le Québec, c'est génial parce que vous avez des boutiques qui sont créées directement par des ergothérapeutes. Donc, c'est du matériel spécialisé en lien avec notamment les troubles d'intégration sensorielle. Et les mitaines tactiles permettent justement d'avoir différentes textures pour aller réveiller les récepteurs tactiles corporels de l'enfant. Donc, que ce soit de la ratine, que ce soit, mon Dieu, il y a de tout. Okay? Il y a du tissu un petit peu plus doux, un petit peu plus rude. Mais l'important, c'est de varier vos stimuli que vous faites à votre enfant. Dites-vous, votre enfant, il est flou. Il faut rendre son corps clair. Donc, je vous ai dit natation, je vous ai dit centre d'amusement intérieur, et là, je vous dis massage. Massage. OK. Maintenant, pour les jeux vidéo, et on termine avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec la notion de jeux vidéo? Évidemment, les jeux vidéo pour un enfant de 10 ans, je vous ai dit, de toute façon, pas de jeux vidéo d'un point de vue neurodéveloppemental avant 9 ans. Okay? Fait que c'est à 9 ans selon l'Organisation mondiale de la santé, selon toutes les études, les données probantes sur l'impact des écrans sur les enfants. On dit pas de jeux vidéo avant 9 ans. Là, l'enfant a 10 ans.
Et c'est de regarder dans la journée à quel point ils consomment les écrans et surtout les jeux vidéo, mais les écrans en général. Fait qu'on calcule l'ordinateur, l'iPad, le téléphone, les jeux vidéo, et on totalise un nombre d'heures, ok, ou un nombre de minutes, ou peu importe. Au-delà de 3 heures, c'est beaucoup trop, ok? Donc, dites-vous que 3 heures, c'est même pour un adulte, c'est beaucoup trop. Hmm. Donc, pour un enfant de 10 ans qui a déjà des difficultés motrices, je vous dirais, dans sa journée, si on totalise en termes d'écran, maximum 2 heures, maximum, hein? Gros maximum, ok, on y va avec ça. Donc, comment qu'on fait? Par exemple, si l'enfant ici consomme, hein, en tout et partout dans sa journée 3 heures d'écran, y compris le matin puis le soir après l'école, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire par tranche de 5 minutes ou 10 minutes. OK? Et on va remplacer par une activité qui est motivante. Par exemple, on s'en va à tel endroit pour aller voir, je sais pas moi, tel outil qu'on a besoin pour... allez-y quand même avec les intérêts de l'enfant. Et on réduit comme ça. Pour pas, parce qu'à coup de 15 minutes à cet âge-là, ils vont le remarquer. Fait que si on réduit, et d'expliquer à 10 ans, c'est pas une mesure punitive, c'est surtout de dire, euh, maintenant, ce qu'on souhaite en fait, c'est de partager plus de moments avec notre enfant pour qu'il se sente mieux. Fait que vous pouvez le dire comme ça à votre enfant. Je souhaite avoir plus de temps avec toi. Et donc, tu vas voir que dans les prochaines semaines, j'ai pensé à des idées d'activités qu'on peut faire ensemble, qu'on peut faire avec ton cousin, voisin. Hello, hello, hello. Donc, super, super important de se dire, je vais aller chercher justement des outils comme ça et d'intégrer ça au quotidien. OK? Donc, des outils, que ce soit des nouvelles idées d'activités, ça peut être une liste d'intérêts que vous faites avec votre enfant. Tu sais, des fois, des enfants qui se sont lancés vers les jeux vidéo, vers les activités sédentaires, à défaut d'avoir les capacités, ils savent même pas c'est quoi les autres options qu'ils ont. Donc, essayez des balades en forêt, d'aller, je sais pas moi, visiter une ferme, d'aller essayer différents centres d'amusement intérieur, comme je vous disais. Ça peut être juste même des centres de trampoline, qui est super intéressant parce que c'est hyper proprioceptif, hyper vestibulaire. Ça ground le corps de l'enfant, ça augmente sa conscience corporelle et spatiale. Euh, et ça peut être même des activités artistiques. Hein? Par exemple, si votre enfant, il ne sait même pas qu'il y a un côté artistique, et là, vous lui faites découvrir une activité, par exemple de peinture, mais sans attente, encore une fois, de performance. Hein? On arrive là, on est tout le monde ensemble, tout le monde participe. Hein? Inventer des jeux de société, effectivement. Bonjour à vous. C'est d'y aller dans différentes sphères pour démontrer à votre enfant, tu as des capacités autres que lecture et jeux vidéo. Et on peut utiliser son corps dans d'autres types d'activités. Et c'est pas parce que t'es pas bon en éducation physique selon ce que malheureusement les autres peuvent te faire sentir et comment tu te sens que tu ne peux plus développer tes capacités et explorer autre chose. Hein? Donc, c'est là qu'il faut être créatif, c'est là qu'il faut avoir une banque d'idées. Et là, je vous invite à regarder hein, sur Google, banque d'activités motrices globales fines pour enfants. Allez aussi sur le site de l'Université de Montréal, l'UDEM, l'Université de Montréal, au Québec, qui a fait une super banque d'activités avec le programme d'ergothérapie pour différents âges et pour faire développer différentes sphères, différentes compétences comme l'équilibre, la coordination, la planification. Donc vraiment pour les jeux vidéo, ça va être comme ça. C'est qu'on fait un sevrage graduel à coup de 10 minutes pour remplacer avec d'autres activités. Et surtout,
ce qui est le plus néfaste au niveau du système nerveux, oui, la quantité compte, mais c'est surtout la quantité d'affilée. Donc, si on est à mesure de se dire, hey, mon enfant, il fait 2 heures, mais il fait 2 heures de suite, mais si on le séparait par tranche de 20 minutes, et déjà, juste le fait de couper le temps d'écran, c'est hyper, c'est pas génial, mais c'est beaucoup mieux pour son système nerveux, d'un point de vue attentionnel, d'un point de vue moteur, parce que là, il va se réajuster en arrêtant de jouer aux jeux vidéo, d'un point de vue visuel, parce que ça a un plein d'impact au niveau visuel, mais au niveau des poursuites aussi visuelles, au niveau oculaire. Donc voilà, voilà mes chers. Ça ressemble à ça pour les solutions concrètes pour notre beau coco de 10 ans. Et c'est ça le travail que je fais avec l'ensemble des personnes qui prennent mes formations, mes conférences, et notamment mon programme d'accompagnement Artemis. Mon but, c'est de vous faire voir la situation, plutôt que de voir l'arbre, de vous faire voir la forêt, voir la situation avec un œil externe et dans son entièreté, et là, poser justement des interventions adéquates en fonction de chacun des éléments qui sont présents dans la situation. Et donc, c'est normal lorsqu'on a un enfant, comme je disais hier au niveau de la posture parentale, qui n'a pas d'amis, qui a 10 ans, qui a beaucoup de difficultés au niveau moteur, c'est facile de se dire, par exemple, il est comme son père, il préfère les activités plus sédentaires, ou il est comme ça. Ça, c'est trop facile de tomber dans l'étiquette et dans la fatalité. Dites-vous, tout humain est un être social. Tout humain évolue avec les autres. Donc, on est fait pour avoir des amis, pour collaborer, pour avancer ensemble. Et l'humain est fait pour travailler avec son corps. Si on remonte aux hommes de Cro-Magnon, comme je vous disais en début de semaine, les hommes développaient énormément leur motricité globale. Pourquoi? Pour aller à la chasse. Et les femmes ont développé rapidement notre motricité globale pour aller directement développer notre motricité fine pour tout ce qui était agriculture, pour tout ce qui était tissage et peu importe. Donc, vous voyez, la motricité, ça fait partie intégrante de l'humain. On en a besoin. C'est ça qui nous maintient en santé, puis qui fait qu'on est bien aussi dans notre esprit, sain de corps et d'esprit. Donc, si vous voyez que votre enfant, au niveau de son corps, c'est difficile, il y a quelque chose. Il n'est pas fait comme ça. Et c'est ça mon rôle, et de vous aider à voir ça, à constater ça, à observer ça et à poser les bonnes actions dans le bon ordre pour que votre enfant rattrape graduellement les étapes pour parvenir à justement ce que la maman souhaite. Elle me dit, j'aimerais l'aider à être heureux. Ben voilà. Voilà. Fait qu'on commence de la base et on construit. Donc, je vous invite, mes chers, à me poser des questions directement en message privé à ce niveau. Puis voilà, comme je vous ai dit, à partir de la semaine prochaine, mes lives vont être rediffusés directement sur la chaîne YouTube Mind, Body and Soul avec mon cher collègue et ami Jean-Christophe. Donc voilà, je vais vous mettre les annonces directement sur les stories sur Instagram. Donc, des gros bisous à tous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!